Certaines personnes n'hésitent pas à prendre des mesures radicales pour préserver un train de vie luxueux et leurs secrets. Mais la vérité finit toujours par être révélée. Aujourd'hui dans Killers, Amour mortel. Un commercial à qui tout semblait réussir et qui avait épousé la femme de ses rêves. Il se sentait vraiment bien avec elle et il était très amoureux. Il la couvrait de cadeaux. C'était le genre de femme qui voulait se faire entretenir. L'homme est sauvagement assassiné. Cette affaire va mettre au jour un sinistre complot. On avait tenté de maquiller ça en cambriolage. Le corps était dans un tel état qu'on n'a même pas pu l'identifier. Cela va mener les enquêteurs dans l'univers du jeu et de la prostitution pour démasquer un individu prêt à tout pour l'argent. Ce n'était pas une affaire de meurtre comme les autres. C'était digne d'un film d'Hollywood. Luxe, trahison, plus un triangle amoureux. Tous les ingrédients étaient réunis. « 31 octobre 2002, lundi matin 9h, une nouvelle journée commence dans la petite ville de Huyton, près de Liverpool, en Angleterre. L'entrepôt d'une société commerciale locale s'apprête à ouvrir. Le bâtiment se trouve dans une zone industrielle. Il n'y a pas d'habitation à proximité. Monsieur Canavan, le propriétaire, est arrivé sur les lieux à 9h. En arrivant, il a vu des traces de sang dans l'entrée et des empreintes de pas ensanglantés. Il y avait une traînée de sang qui allait des bureaux jusqu'à l'entrepôt. Canavan suit la traînée de sang jusqu'à l'arrière du bâtiment, où il fait une découverte macabre. Le corps d'un homme gît sur le sol au milieu d'une mare de sang. Les agents locaux ont fait appel à la police du comté pour que la brigade criminelle prenne l'affaire en main. J'ai été chargé de l'enquête et envoyé sur place pour faire les premières constatations. J'ai examiné le corps. Il était impossible de l'identifier. Mais la victime semblait avoir reçu une balle en plein visage. Je pensais aussi que le plafond avait été endommagé par des tirs d'armes à feu. Il y avait des morceaux de faux plafond par terre. Au début, on pensait que la victime avait été tuée par balle. Les policiers ont cru qu'elle avait été abattue à bout portant et que la balle était ensuite allée se loger dans le plafond. La victime est totalement défigurée. Il est impossible de l'identifier. On lui avait à moitié retiré sa veste. Les manches étaient retournées. On a fouillé la victime et on a retrouvé dans ses poches des papiers au nom de Gerald Gilbert. Gerald Gilbert était le responsable des ventes de la société dirigée par Canavan. Ce dernier n'a aucune idée de qui aurait pu lui en vouloir. Il y avait un coffre-fort dans le sol du bureau. Quelqu'un avait soulevé la moquette qui le dissimulait. Mais visiblement, personne n'avait essayé de chercher les clés. Gerald Gilbert aurait-il surpris des cambrioleurs? Ou bien s'agit-il d'une affaire beaucoup plus sordide? Plusieurs scénarios étaient envisageables. Tout le monde s'accorde à dire que Gerald Gilbert, 46 ans, était un homme d'affaires très occupé. Indépendamment de ce qu'ils pouvaient penser de lui à titre personnel, ils étaient tous d'accord pour dire que c'était un excellent commercial. Il aurait vendu de la glace à un Esquimau. Il travaillait dur. Il avait toujours travaillé dans la vente et il était doué pour ça. Grâce à ses talents de commercial, Gerald Gilbert gagnait très bien sa vie et s'était offert une maison victorienne dans la ville voisine de Toubrock. Et le succès ne lui est jamais monté à la tête. C'était quelqu'un de très sociable et sympathique. Il savait profiter de la vie et tout lui réussissait. Il n'avait tout simplement pas encore trouvé l'âme sœur. Gerald Gilbert travaille dur et profite de la vie au maximum. Il ne semble pas intéressé par le mariage. Mais une soirée va finir par bouleverser le cours de sa vie. Gerald Gilbert a rencontré Anne Huxley en 1997. Ils se sont rencontrés en discothèque et ça a été le coup de foudre. Gerald a 41 ans quand il rencontre Anne, 32 ans.
Au premier abord, ils n'ont pas grand-chose en commun. Ils sont originaires de milieux très différents. Anne Huxley vient d'un quartier de Liverpool plutôt modeste, appelé Kensington. C'est un quartier pauvre de la classe ouvrière. Gérald n'a jamais été marié. Anne a déjà divorcé 2 fois. Elle avait un fils et une fille et vivait dans le quartier de Newsham Park. Mais ils ont tous les deux le sens des affaires. Anne est à la tête de plusieurs entreprises locales. Elle avait une sorte de salon de thé, un endroit où les gens pouvaient aller boire un thé ou un café. Anne Huxley aimait l'argent et elle aspirait à un certain niveau de vie. Anne et Gérald commencent à se voir régulièrement. Si ce dernier est aux anges, sa famille ne partage pas son enthousiasme. La famille de Gérald Gilbert, et en particulier sa sœur et sa mère, n'aimait pas Anne Huxley. Elle ne voulait pas qu'il reste avec elle. Sa famille n'approuvait pas cette relation, mais lui, il était très amoureux. Entre eux, tout est allé très vite. Au bout d'à peine 1 an, Anne est venue s'installer dans la même ville que lui. Il la couvrait de cadeaux. Il lui payait des vêtements de créateur et des vacances de luxe. Il lui offrait tout ce qu'elle voulait. Gérald et Anne se marient en 1998, mais leur couple semble instable dès le départ. Leur mariage n'a pas marché et leurs relations se sont détériorées. Ils divorcent en 2002, après seulement 4 années de mariage. Après le divorce, ils ont continué à vivre dans la même maison en faisant chambre à part. Leur séparation sera de courte durée. Ils ont voulu se redonner une chance. Ils ont réglé les problèmes qu'il y avait entre eux et ont repris leur vie de couple comme si de rien n'était. Ils s'étaient visiblement réconciliés et Anne semblait de nouveau très amoureuse de Gérald. Elle voulait visiblement rester avec lui et donner une seconde chance à leur mariage. Mais tous les espoirs d'Anne volent en éclats, maintenant que son mari vient d'être assassiné. La question que tout le monde se posait, c'était qui aurait pu en vouloir à Gérald Gilbert? En se penchant sur ce couple plutôt inhabituel, les enquêteurs vont bientôt découvrir que les suspects ne manquent pas. Gérald jouait au casino et malheureusement, il n'était pas vraiment doué. Il était accro au jeu. Il jouait et perdait beaucoup, à tel point qu'il a fini par voler 11 000 livres. La police de Liverpool enquête sur le meurtre de Gérald Gilbert, un commercial de 46 ans retrouvé mort sur son lieu de travail. A priori, il avait été abattu avec un fusil de chasse. Les enquêteurs ont en effet retrouvé des morceaux de faux plafond par terre près du corps et les premières constatations semblent confirmer cette théorie. Le corps présentait également une marque dans la nuque, dont la forme correspondait à celle de la crosse d'un fusil. Une marque assez importante. Qui aurait pu commettre un tel crime? Et pourquoi? Quelqu'un a visiblement découvert le coffre-fort dissimulé sous la moquette. Il pourrait donc s'agir d'un cambriolage qui a mal tourné. C'était la première hypothèse de la police. On a regardé s'il manquait quelque chose dans le bureau. Mais l'examen de la scène de crime laisse entrevoir un autre scénario. S'il avait surpris des cambrioleurs en pleine action, il y aurait eu des traces d'effraction ou des choses auraient disparu. Or, ce n'était pas le cas. Il n'y avait pas eu effraction. La victime était entrée dans les locaux avec ses clés. Personne n'avait fouillé dans les bureaux. En 40 ans de carrière dans la police, j'en ai vu des cambriolages. Je sais à quoi ressemblent les lieux dans ces cas-là. Et là, ça n'avait rien à voir. L'examen du corps vient également contredire cette théorie. Quand ils ont déplacé le corps, ils ont trouvé 2 morceaux de latex. On a retrouvé 2 morceaux de latex qui visiblement provenaient d'un gant, qui s'était certainement déchiré. Et il y avait du sang dessus.
On les a envoyés au laboratoire pour analyse. Soit le tueur avait déplacé le corps, soit il s'était battu avec la victime. Mais en général, les cambrioleurs ne portent pas de gants en latex. Et surtout, ils ne partent jamais les mains vides. Quelqu'un avait visiblement maquillé la scène de crime pour faire croire à un cambriolage. Il semblerait que le ou les coupables n'avaient en réalité qu'un seul objectif, tuer Gerald Gilbert. Monsieur Gilbert était certainement venu la veille, vers 21h pour travailler. Et son ou ses assaillants l'auraient suivi à l'intérieur. Il devait probablement l'attendre. Mais quel est le mobile du meurtre? Tandis que le corps est évacué pour être autopsié, les enquêteurs prennent en charge l'ex-femme de la victime, Anne Huxley, qui vient d'arriver sur place. Anne Huxley était venue sur les lieux pour chercher son mari. Visiblement, il n'était pas rentré de la nuit. Comme on peut s'en douter, elle était totalement effondrée. Elle était bouleversée. Elle pleurait. Elle avait du mal à croire que son mari était mort. Le temps qu'ils se rendent au poste de police, Anne Huxley a fini par se calmer et elle leur a dit ce qu'elle savait. D'après Anne, Gerald s'était rendu à l'entrepôt ce jour-là pour assurer une livraison de dernière minute. Mais ne le voyant pas revenir, elle a commencé à s'inquiéter. Elle a appelé ses voisins et tous leurs proches. Personne ne savait où il était. Du coup, elle a commencé à s'inquiéter. Au bout de plusieurs heures, elle s'est mise à craindre le pire. Elle a cru qu'il avait eu un accident. Donc, elle est allée jusqu'à son lieu de travail pour voir si tout allait bien. C'est comme ça qu'elle l'a appris. Les enquêteurs demandent à Anne qui aurait pu en vouloir à son ex-mari. Et contre toute attente, elle a sa petite idée sur la question. Gerald jouait au casino et malheureusement, il n'était pas vraiment doué. Il s'est retrouvé avec pas mal de dettes de jeu. Il devait de l'argent au casino. Donc effectivement, ces établissements pouvaient très bien avoir envoyé des hommes pour l'intimider et se faire rembourser. Elle nous a donné plusieurs noms. Elle a d'ailleurs voulu se séparer de son mari à cause de son addiction au jeu. Elle craignait que la maison soit saisie à cause de ses dettes. Donc elle a demandé le divorce pour que leur domicile ne soit plus à son nom. Mais d'après Anne, Gerald avait aussi d'autres dettes. Il avait des dettes de jeu tellement énormes qu'il a fini par voler 11 000 livres à la société qui l'employait. Donc son patron, Steve Canavan, était aussi un suspect potentiel. On s'est tout de suite intéressé à lui. Il arrive souvent que la personne qui donne l'alerte soit justement le tueur. Le patron de Gerald Gilbert reste donc dans la ligne de mire des enquêteurs. Et Anne a encore d'autres noms à leur donner. Après leur divorce, Anne a commencé à sortir avec un certain Paul Gunning. Le problème, c'est qu'elle vivait toujours avec Gerald, ce qui n'était pas vraiment du goût de Gunning. Il croyait que leur relation, c'était du sérieux. Anne aurait alors rompu avec Paul Gunning, mais ce dernier l'aurait très mal pris. C'était visiblement à un tel point qu'elle a pris une décision drastique. Elle aurait demandé à un ami d'aller intimider Paul Gunning pour qu'il arrête de la harceler. L'ami en question s'appelait Paul Eaton. Les enquêteurs ont désormais plusieurs suspects. Il devait peut-être de l'argent aux mauvaises personnes, ou alors il avait un différend avec son employeur puisqu'il lui avait volé de l'argent. Autre possibilité, c'était peut-être l'œuvre d'un amant jaloux qui voulait se débarrasser d'un mari trop encombrant. Il voulait vivre sa relation avec Huxley et Gilbert le gênait. Alors que les enquêteurs examinent les différentes hypothèses, ils reçoivent les résultats de l'autopsie. Et la cause du décès n'est pas celle qu'ils attendaient. Aucun élément ne prouvait l'utilisation d'une arme à feu. La victime était décédée à la suite de multiples coups violents portés avec un objet contondant. Le tueur s'était acharné. La totalité des os du crâne était fracturée. Les coups étaient si violents qu'ils avaient littéralement été broyés. Il avait carrément un trou béant au-dessus du sourcil gauche. Cette conclusion semblait coller avec l'hypothèse d'un tueur qui en voulait personnellement à la victime. Il faut être dans une rage incontrôlable pour frapper quelqu'un avec une telle violence. La crosse d'un fusil n'aurait pas pu causer de telles blessures.
Et en fouillant l'entrepôt, les enquêteurs font une découverte très intéressante. Il manquait un extincteur, ce qui est plutôt inhabituel. Un cambrioleur ne serait pas rentré dans un entrepôt pour ne voler qu'un extincteur. Ce n'était pas logique. Quand ils ont su qu'il était mort sous les coups d'un objet contondant, les enquêteurs ont fait le rapprochement avec l'extincteur manquant et se sont dit que c'était sûrement l'arme du crime. Encore fallait-il le retrouver. La piste de l'extincteur semble s'arrêter à l'entrepôt, Pour eux, c'était retour à la case départ. jusqu'à ce qu'un nouveau suspect leur livre une information capitale. Il avait une liaison avec Anne Huxley. À Highton, en Angleterre, les enquêteurs commencent à démêler le mystère autour du meurtre de Gerald Gilbert, 46 ans. Lorsqu'on a appris par l'autopsie que la cause de la mort était due à des coups portés avec un objet contondant, les enquêteurs ont fait le lien avec l'un des extincteurs de l'entrepôt qui avait disparu. Et ils se sont dit que le tueur l'avait probablement fait disparaître. L'ex-femme de Gerald, Anne Huxley, pense qu'il avait pu se faire des ennemis à cause de son addiction au jeu. La police s'est rendue dans les casinos, mais ça n'a rien donné. Ni les propriétaires de ces établissements, ni leurs hommes de main n'avaient de lien avec le meurtre. On a exploité cette piste, mais elle n'a rien donné. Les enquêteurs décident alors de s'intéresser à leur deuxième suspect, Stephen Canavan, le patron de Gerald Gilbert. D'après Anne, Gerald avait volé 11 000 livres à la société qui l'employait. Ce qui, d'après elle, supposait que son patron Steve Canavan avait de bonnes raisons de lui en vouloir. Stephen Canavan a tout nié en bloc. Canavan affirme qu'il avait commencé à récupérer l'argent que Gerald lui devait, en le prélevant directement sur sa paye. Au moment du meurtre, il lui avait déjà rendu 5 000 livres. Canavan rappelle également aux enquêteurs que Gerald était son meilleur commercial. Il n'avait donc aucun intérêt à le faire disparaître. C'était un si bon commercial que c'est lui qui faisait tourner la société. Il ne savait même pas comment il allait le remplacer. Stephen Canavan pouvait justifier ce qu'il avait fait jusqu'à 24 heures avant la découverte du corps, donc rien ne laissait penser qu'il était le meurtrier. Canavan est donc rayé de la liste des suspects. Les enquêteurs se tournent alors vers l'autre homme désigné par Anne Huxley, son ancien petit ami, Paul Gunning. D'après elle, il avait de bonnes raisons de vouloir se débarrasser de son mari. La jalousie est un sentiment très négatif, mais aussi très puissant. Elle peut grandir au point de devenir une véritable obsession. Parfois, cette situation peut pousser quelqu'un à prendre des mesures extrêmes. Lors de son interrogatoire, Gunning nie toute implication dans ce meurtre. Paul Gunning s'est montré très coopératif. Il n'a pas caché sa liaison avec Anne, mais il a précisé que c'était du passé et qu'il n'avait aucun ressentiment envers Gerald Gilbert. Paul Gunning avait un alibi en béton. Il pouvait justifier de ses moindres faits et gestes le jour et même la semaine précédant le meurtre. Gunning semble n'avoir aucun lien avec le meurtre du commercial. Mais il faisait affaire avec Anne, et les enquêteurs veulent en savoir davantage à ce sujet. Paul Gunning avait une société d'escorte appelée 20 sur 20. Ces sociétés sont censées fournir des services d'accompagnement à des hommes seuls. Mais elles peuvent aussi servir de couverture. Diriger une telle société implique tout de même de fréquenter des gens pas forcément recommandables. Quand Gunning a rencontré Anne Huxley quelques années plus tôt, elle voulait déjà avoir sa part du gâteau. Anne Huxley a voulu travailler pour lui et a fini par prendre les rênes. Les établissements dirigés par Anne Huxley servaient visiblement de couverture pour une agence d'escorte en pleine expansion. Elle travaillait dans plusieurs agences de ce type en ville. Elle n'était pas tout à fait une Madame Claude, mais les affaires qu'elle dirigeait, si on peut appeler ça comme ça, étaient quand même très assimilables à de la prostitution. Elle faisait travailler des filles et elle était payée pour ça. Elle ne dirigeait pas une maison close à proprement parler, mais elle touchait une part sur ce que gagnaient les filles qui se prostituaient. La veuve est donc bien loin d'être une simple entrepreneuse comme elle le prétend.
Et les enquêteurs ne sont pas au bout de leur surprise. Notamment au sujet de Paul Eaton, l'homme qu'elle avait chargé d'intimider Gunning. Eaton était physionomiste dans une boîte de nuit. Il travaillait à Birkenhead, juste en face de Liverpool. Anne Oxley avait fait sa connaissance et s'était liée d'amitié avec lui, à l'époque où elle cherchait du personnel pour ses agences d'escorte à Birkenhead. Mais d'après Eaton, Anne et lui étaient plus que de simples amis. Paul Eaton a rapidement fini par admettre qu'il avait une liaison avec Anne Oxley. En fait, il était amoureux d'elle. Ils avaient même fait un voyage ensemble en Afrique du Sud. Pour lui, c'était une véritable relation amoureuse qui allait durer. Selon Eaton, c'est après ce voyage que le couple a décidé d'officialiser sa relation. Durant ce voyage, Eaton avait demandé Anne en mariage et ils se sont fiancés. Paul Eaton était obsédé par Anne Oxley. Il était fou amoureux d'elle. Il avait donc un excellent mobile pour vouloir tuer Gerald Gilbert. Vu ce qu'elle lui avait déjà demandé de faire par rapport à Paul Gunning, il se pouvait tout à fait qu'il n'ait pas supporté qu'elle soit encore en si bons termes avec Gerald Gilbert. Malade de jalousie, il aurait pu tuer. Mais Eaton prétend qu'il n'avait aucune raison d'être jaloux, puisqu'Anne venait d'accepter de l'épouser. Paul Eaton a farouchement nié toute implication dans cette affaire. Malheureusement pour lui, son alibi n'est pas aussi solide que celui des autres suspects. Il nous a raconté une histoire abracadabrante, selon laquelle sa mère ou un proche était malade. Il aurait appelé son ami, Paul Lewis, et aurait pris sa voiture pour l'embarquer avec lui au Pays de Galles, parce qu'il avait besoin de parler. Mais comme la voiture faisait un bruit bizarre, ils ont préféré faire demi-tour et rentrer. Ils sont ensuite allés boire un verre, et quand il a voulu rentrer, la voiture ne démarrait plus. Son histoire n'avait ni queue ni tête. Franchement, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cet alibi? Les enquêteurs décident d'interroger l'ami en question, Paul Lewis. Ils étaient tous les deux physionomistes dans des boîtes de nuit de Birkenhead. C'est comme ça qu'ils s'étaient connus. Ils étaient très proches. Ils se confiaient leurs enfants respectifs. À l'époque, Lewis était en plein divorce. Et d'après ce qu'on a compris, sa femme voulait partir en Australie avec leurs enfants. Donc, ils traversaient une période très difficile. Lewis confirme cette version des faits. Bien qu'elle ne semble pas très crédible, cela ne suffit pas à prouver la culpabilité d'Eaton. Cependant, un détail intrigue les enquêteurs. Si Anne Oxley avait menti sur sa relation avec Paul Eaton, elle pouvait très bien mentir sur autre chose. Ils décident donc de s'intéresser d'un peu plus près à la veuve éplorée. Et leurs soupçons vont très vite se confirmer. Pourquoi son téléphone était-il localisé à Page Moss, juste à côté du lieu du crime? Ces relevés téléphoniques parlaient d'eux-mêmes. Plusieurs semaines après le début de l'enquête sur le meurtre de Gerald Gilbert, les inspecteurs ont plusieurs suspects, mais toujours aucune preuve tangible. Paul Eaton et Paul Lewis avaient tous les deux fourni un alibi, mais ils n'étaient pas du tout crédibles. Eaton avait également révélé aux enquêteurs qu'il était sur le point de se marier avec Anne Oxley. Cette affaire était vraiment très complexe. Si sa relation avec Eaton était aussi sérieuse, pourquoi Anne Oxley n'en a-t-elle pas parlé à la police? D'après Anne, Gerald et elle étaient en pleine réconciliation. Et Eaton n'était soi-disant qu'un ami pour elle. Où était la vérité dans tout ça? Les policiers décident donc de se pencher sur son emploi du temps le jour du meurtre. Elle est allée dans un centre de bronzage. Elle a aussi rendu visite à sa sœur et à sa mère. Elle a vu plusieurs proches ce jour-là. Anne prétend avoir appelé absolument tout le monde lorsque Gerald n'est pas rentré de son travail. On a vérifié son relevé d'appel. Tous les gens qu'elle a contactés, la police, les secours, tout le monde a répondu. Mais les enquêteurs constatent un fait étonnant. D'après ses relevés, elle avait aussi contacté quelqu'un qu'elle n'avait aucune raison d'appeler si elle cherchait son mari. Bizarrement, elle avait aussi appelé Paul Eaton.
Et ce n'est pas tout. En plus des relevés, on s'est penché sur la localisation des téléphones et ça s'est révélé très intéressant. Anne Huxley a appelé Eaton au moment où celui-ci était censé être en route pour le pays de Galles. Mais son téléphone ne bornait pas là où il prétendait être. Pourquoi son téléphone était-il localisé à Page Moss, juste à côté du lieu du crime? On s'est donc penché sur la question pour essayer de faire le lien avec l'histoire que Paul Eaton nous avait racontée. Et de toute évidence, il avait menti. En réalité, il était à Highton vers minuit ce soir-là, c'est-à-dire au moment du meurtre. Ces relevés téléphoniques parlaient d'eux-mêmes. Et ils n'incriminaient pas uniquement Paul Eaton. Quel était le véritable rôle joué par Anne Huxley dans cette affaire? On s'est d'abord intéressé à Eaton, ce qui nous a logiquement mené à nous intéresser aussi à Anne Huxley. Anne prétend qu'elle a divorcé de Gerald en 2002 pour empêcher que leur maison soit saisie à cause de ses dettes de jeu. Mais récemment, ils avaient décidé de se donner une seconde chance. La famille de Gerald Gilbert n'a pas du tout la même version. D'après eux, elle n'en était plus au stade d'être inquiète de son addiction. Elle lui en voulait à mort et ils ne s'étaient pas réconciliés. Au dire de sa famille et de leurs proches, elle avait demandé le divorce parce qu'elle n'en pouvait plus. C'était uniquement pour des raisons financières que Anne aurait continué la vie commune avec Gerald. La mensualité du crédit était de 600 livres par mois et c'est Gerald qui payait. C'est grâce à lui qu'elle avait un toit sur la tête. Après leur divorce, Gerald et Anne faisaient chambre à part. Et Anne se permettait parfois d'inviter des hommes. D'après les amis de Gerald, ils n'étaient plus que de simples colocataires. Cette situation aurait duré pendant 6 mois, jusqu'à la mort de Gerald. Et l'un des hommes qu'Anne invitait s'appelle justement Paul Eaton. Elle faisait venir Paul Eaton dans la maison alors que Gerald était là. Il faut tout de même avoir un sacré culot pour faire une chose pareille. Un ami de Gerald précise tout de même aux policiers qu'au cours de l'été 2002, soit presque 1 an après leur divorce, il avait dîné avec le couple. Le changement était si radical qu'il n'y croyait pas. Du jour au lendemain, elle était de nouveau folle amoureuse de lui et voulait absolument qu'il se remarie. Si Paul Eaton était vraiment fiancé à Anne Huxley, pourquoi voulait-elle se réconcilier avec son ex-mari, Gerald Gilbert? En se penchant d'un peu plus près sur les finances du couple, les enquêteurs font une découverte intéressante. Elle s'était rendue chez un assureur et elle a souscrit une assurance vie sur leurs 2 têtes pour une valeur de 400 000 livres. Autrement dit, si l'un des deux venait à mourir, l'autre touchait 400 000 livres. Mais Anne semblait en vouloir encore plus. Elle est ensuite allée chez un notaire pour lui faire signer un testament, disant qu'il faisait d'elle sa légataire universelle. Elle récupérait tout. Et ça, c'était au mois d'août. 6 mois plus tard, il mourait assassiné. Elle avait soi-disant divorcé de son mari à cause de problèmes d'argent. Et puis tout à coup, elle se remet avec lui et comme par hasard, au même moment, il est aussi question d'assurance vie et de testament. C'est quand même très louche. Pour les enquêteurs, tout laisse penser qu'Anne aurait manipulé son ex-mari pour toucher l'assurance vie. Leurs soupçons semblent se confirmer lorsqu'un ami d'Eaton leur décrit le comportement de cette dernière à leur retour d'Afrique. À leur retour, elle portait une bague de fiançailles. Elle la montrait à tout le monde à Birkenhead. Elle est passée voir Eaton à la boîte de nuit où il travaillait. Tous ses collègues l'ont vue et étaient admiratifs. Les enquêteurs interrogent donc le propriétaire de la boîte de nuit. Il se rappelle avoir vu Eaton et son ami Lewis le soir du meurtre. Et un détail a attiré son attention. Ils avaient un extincteur et ils sont ensuite allés avec dans une usine de traitement des métaux. Parce que là-bas, il y avait des cuves d'acide. Ils ont enjambé la clôture et sont allés jeter l'extincteur dans une des cuves. Ça ne pouvait pas être une coïncidence. Il s'agissait forcément du même extincteur.
Et s'il voulait s'en débarrasser, c'est parce que c'était l'arme du crime. La police contacte l'usine et demande que les cuves soient vidangées. On a fini par retrouver l'extincteur. L'acide ne l'avait pas détruit. Il était très endommagé, mais pas complètement détruit. C'était un élément capital pour l'enquête. Si on pouvait prouver que Gerald Gilbert avait été tué avec cet extincteur, cela mettait l'arme du crime dans les mains d'Eaton et de Lewis. Les résultats de l'analyse des morceaux de gants en latex retrouvés sous le corps de la victime incriminent également les deux hommes. On a eu confirmation que ces 2 morceaux de latex provenaient bien d'un gant. Après examen, il s'est avéré qu'il y avait l'ADN de Paul Lewis sur ces morceaux de latex. Il n'y en avait pas beaucoup, mais suffisamment pour prouver que Paul Lewis avait porté ces gants et qu'il était bien présent sur le lieu du crime. Il était donc forcément impliqué. L'un des suspects va craquer et un nouveau témoin va se faire connaître. Ils ont tous les deux frappé à mort Gerald Gilbert. 2 mois après le meurtre de Gerald Gilbert, les enquêteurs ont de solides preuves contre le fiancé d'Anne Oxley, John Eaton, et son ami Paul Lewis. Tous les éléments concordaient et semblaient confirmer les soupçons qui pesaient sur eux. Mais ils sont convaincus qu'Anne a elle aussi joué un rôle dans cette affaire. Anne Oxley avait déjà demandé à Eaton d'intimider l'un de ses anciens petits amis. Elle pouvait très bien avoir organisé une autre agression, mais cette fois, pour se débarrasser de son mari. Encore faut-il réussir à le prouver. Le 6 décembre 2002, 6 semaines après le meurtre de Gerald, Eaton et Lewis sont arrêtés. Eaton est le premier à craquer. Il a reconnu être allé sur les lieux, mais selon lui, c'était uniquement pour s'expliquer avec Gerald et lui dire qu'Anne ne voulait plus entendre parler de lui, qu'il était fiancé avec elle et que maintenant ils étaient ensemble. Eaton était fou amoureux d'Anne Oxley. Il est allé là-bas pour lui dire de la laisser tranquille. D'après Eaton, Gerald aurait très mal réagi et l'aurait menacé avec une arme. Il n'aurait alors pas eu d'autre choix que de se défendre. Le coup est parti tout seul. Et il l'a ensuite frappé avec l'extincteur. Il était entré par effraction, donc ce n'était pas de la légitime défense. Mais Eaton a quand même voulu faire croire qu'il avait agi sous l'impulsion du moment et que ce n'était pas sa faute. Lewis est interrogé en même temps dans une autre pièce. Et il donne la même version des faits. Il a dit qu'il attendait dehors dans la voiture. À un moment, il a entendu du bruit, des cris et un coup de feu. Il est allé voir ce qui se passait et c'est là qu'il a vu la victime par terre. Et Eaton était en train de le frapper avec un extincteur. Quand on frappe quelqu'un à la tête avec un extincteur, il ne se relève pas. Alors pourquoi le frapper plusieurs fois? Sa version des faits ne collait pas avec les éléments retrouvés sur place dans l'entrepôt. Sans compter que la victime était responsable des ventes. Il n'avait aucune raison d'avoir une arme. Leur histoire ne tenait pas la route. On a pu réfuter point par point tout ce qu'ils nous ont dit. Quand on leur a parlé d'ADN retrouvé sur les morceaux de gants en latex, ils n'avaient rien à répondre. Les 2 hommes ne mentionnent à aucun moment Anne Oxley. Les enquêteurs décident donc de la convoquer dès le lendemain. Anne a redonné exactement la même version que la première fois. Elle leur a joué le numéro de la veuve éplorée et ils n'avaient aucune raison de la mettre en doute. Elle nous a dit qu'elle ne savait rien de plus, qu'il était allé là-bas pour le travail et c'est tout. Les enquêteurs se demandent pourquoi Anne ne leur a jamais parlé de sa relation avec Eaton ou de l'assurance vie qu'elle a souscrite quelques semaines avant la mort de son ex-mari. Comment pouvait-elle expliquer qu'elle avait souscrit une assurance d'une valeur de 400 000 livres quelques semaines avant sa mort et qu'elle lui avait en plus fait signer un testament la désignant comme son unique légataire?
La réponse à cette question semble évidente. Il ne faisait aucun doute que c'est elle qui avait tout manigancé. Sans elle, il n'y aurait pas eu de meurtre. Mise au pied du mur, Anne Huxley finit par reconnaître sa liaison avec Eaton. Mais elle continue de nier toute implication dans le meurtre. Elle a nié catégoriquement son implication dans le meurtre. Elle a chargé Paul Eaton en disant qu'il avait sûrement tué parce qu'il était fou amoureux d'elle, que c'est lui qui avait pris tout seul l'initiative et qu'elle n'était au courant de rien. Elle ne l'avait pas poussé à faire une chose pareille. C'est uniquement sa jalousie qui l'avait motivé. Les enquêteurs ne sont pas convaincus. Mais un ami d'Eaton se présente de lui-même au poste de police et son témoignage semble confirmer les déclarations d'Anne. Eaton aurait dit à ce témoin qu'il était allé là-bas avec un fusil à canon scié, dans l'intention de tuer Gerald. Mais une fois sur place, il s'était dégonflé. Eaton n'est pas quelqu'un de très téméraire. De ce qu'on a pu apprendre de lui, je ne pense pas qu'il aurait eu le cran de tuer de sang-froid. D'après le témoin, Gerald aurait agrippé l'arme d'Eaton et Lewis serait entré dans la pièce alors que les deux hommes étaient en train de se battre. En fait, Paul Lewis est arrivé et c'est lui qui est allé chercher l'extincteur accroché au mur. Les deux hommes se sont ensuite acharnés sur Gerald Gilbert et l'ont battu à mort. Eaton a aussi raconté à cette personne qu'il avait fait ça pour l'argent. Elle avait promis à Eaton et Lewis 50 000 livres chacun pour tuer Gilbert. Les déclarations de ce témoin permettent non seulement d'inculper Eaton et Lewis, mais ils confirment également les soupçons des enquêteurs concernant Anne Huxley. Anne avait déjà reconnu qu'elle avait manipulé Eaton par le passé pour qu'il s'en prenne à son ex-petite amie. Elle savait pertinemment qu'il était fou amoureux d'elle et qu'il était prêt à tout pour elle. Compte tenu des preuves qu'on avait recueillies, il ne faisait plus aucun doute qu'elle n'était ni plus ni moins qu'une manipulatrice et qu'elle avait prémédité ce meurtre. Au terme de leur interrogatoire, les enquêteurs ont un surnom tout trouvé pour Anne. On l'a surnommée la Veuve Noire. Elle a été reconnue comme l'instigatrice de toute cette affaire et inculpée de complot en vue de commettre un meurtre. Eaton et Lewis ont été inculpés du meurtre de Gerald Gilbert. Alors que le procès va bientôt débuter, l'un des accusés fait une déclaration étonnante. Il était évident que ça allait tout bouleverser et remettre en question tout le procès. Après plusieurs jours d'interrogatoire, les policiers parviennent à inculper les 3 complices responsables du meurtre de Gerald Gilbert. Son ex-femme, Anne Huxley, son fiancé Paul Eaton et l'ami de celui-ci, Paul Lewis. Leur procès s'ouvre en avril 2004. Face à la cour, Anne Huxley avait étudié sa tenue de façon à se faire passer pour une parfaite femme au foyer, à qui on aurait donné le bon Dieu sans confession. Mais ça n'a pas marché. L'accusation dépeint au contraire Anne Huxley comme une veuve noire. Ne supportant plus les dettes de jeu de son mari, elle a demandé le divorce. Ensuite, elle l'a fait tuer pour hériter de tous ses biens. Elle était absolument prête à tout pour mettre la main sur ses 400 000 livres. Elle avait promis à Eaton et Lewis 50 000 livres chacun pour tuer Gilbert. L'accusation disposait du témoignage d'une amie d'Eaton et, d'après elle, il lui avait parlé de ce complot pour tuer Gerald Gilbert. Le procureur convoque à la barre un autre ami d'Eaton. C'est lui qui a accompagné les deux hommes à l'entrepôt ce soir-là, pour qu'ils puissent soi-disant récupérer un véhicule. Sur le coup, ça ne l'a pas interpellé plus que ça. Ce n'était pas la première fois qu'il faisait ça pour des assurances. Ils lui ont demandé de se garer dans le quartier et d'attendre leur appel. Et heureusement, il a eu la bonne idée de se garer près d'une antenne relais. Ils l'ont appelé environ 20 minutes plus tard pour qu'ils viennent les chercher.
Mais quand Eaton et Lewis sont remontés dans la voiture, il a compris qu'il lui avait menti. Il ne se souvenait plus lequel, mais l'un des deux avait du sang sur les chaussures. Et ils lui ont raconté qu'il s'était battu avec quelqu'un. Ils ont prétendu avoir jeté le fusil dans la rivière Mersey sur le chemin du retour, mais on ne l'a jamais retrouvé. Eaton est accusé de meurtre. Il est le premier entendu à la barre pour se défendre. Une fois à la barre, Eaton a accusé les policiers de tout et n'importe quoi. Il a raconté qu'on l'avait brutalisé et qu'on lui avait hurlé dessus. Et que, soi-disant, on lui avait jeté à manger par la trappe de la porte, comme un chien. Ce genre de choses. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il y a des caméras au poste de police et que le procureur avait accès aux images. Ces vidéos prouvent que les accusations d'Eaton sont totalement fausses. Ce n'était bien sûr qu'un tissu de mensonges. Il s'est simplement ridiculisé devant la cour. Eaton fait également une déclaration étonnante. De toute évidence, c'était un revirement total de situation. L'avocat d'Eaton a annoncé que finalement, il allait plaider coupable. Il était allé là-bas avec un fusil à canon scié, mais c'était seulement pour menacer Gerald Gilbert avec. C'était un choix lourd de conséquences pour Eaton. Au Royaume-Uni, quand on plaide coupable, on est automatiquement condamné à vie. La vraie question, c'est pourquoi Eaton est passé aux aveux. Certains pensent qu'il l'a fait parce qu'il savait qu'il était fichu de toute façon. D'autres que c'était pour protéger Anne. Il était éperdument amoureux et fou d'elle. Et probablement que pour lui, savoir qu'elle allait devoir comparaître devant la cour et affronter ce procès, c'était tout simplement insupportable. Malheureusement pour lui, Eaton ne sera pas récompensé de sa loyauté. Elle ne s'est pas gênée pour charger Eaton et prétendre qu'il avait pris cette décision tout seul. Elle a avancé que sa jalousie avait fini par le pousser à tuer Gerald et qu'il avait agi seul. Anne Huxley affirme avoir rompu avec Eaton pour se réconcilier avec Gerald. Quant à l'assurance vie, elle prétend l'avoir souscrite dans l'intérêt de ses enfants. Elle a continué d'essayer de se faire passer pour une mère exemplaire et une veuve éplorée. Elle ne voulait pas qu'on la prenne pour une criminelle et une femme calculatrice, ce qui est plutôt étonnant de la part de quelqu'un qui gère notamment 5 sociétés d'escorte. Elle a joué la comédie et tenu son rôle jusqu'à la fin. Elle était en perpétuelle représentation. Lewis tente lui aussi de faire porter le chapeau à Eaton. Il a reconnu qu'il était là, mais il a dit qu'il avait attendu dans la voiture, que Eaton était allé seul dans l'entrepôt et que c'est lui qui avait tué Gerald. Mais pour le procureur, les preuves ne vont pas dans ce sens. Moi, je pense que c'était Lewis et pas Eaton qui a pris l'extincteur. Il a ensuite frappé la tête de la victime avec. Pas une fois, ni 2, ni 3, mais à de multiples reprises. Les jurés semblent du même avis. Paul Lewis est condamné pour meurtre et Anne Huxley pour complot en vue de commettre un meurtre. Ils avaient tous vu clair dans son jeu. Ils n'ont été convaincus ni par ses explications, ni par son histoire. Ils ont compris que tout ce qu'elle disait était totalement faux. Eaton et Lewis ont tous les deux été condamnés à la prison à vie. Et Anne Huxley à 20 ans d'emprisonnement. Les meurtriers de Gerald Gilbert ont été punis. Mais beaucoup pensent qu'Anne a écopé d'une peine trop légère. Pour eux, c'est une veuve noire machiavélique qui a attiré 3 hommes trop crédules dans sa toile. Non seulement elle a manipulé son pauvre ex-mari et il en est mort, mais elle a aussi manipulé ses 2 autres hommes pour qu'ils se chargent du sale boulot à sa place. Eaton et Lewis n'étaient pas des criminels dans l'âme. Ce ne sont que de pauvres types qui se sont retrouvés embarqués dans cette terrible histoire à cause d'elle. C'était elle le cerveau de toute cette affaire. Sans elle, Gerald Gilbert serait toujours en vie.